School TV Le Bac, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local, national, voire international, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour ce sommaire, plus de 10 000, oui, plus de 10 000 sauts à son actif, des records en pagaille. Greg Crozier repousse décidément les limites, le parachutiste le plus spectaculaire du monde, c'est comme ça qu'on adore le présenter. Ça fait sourire. Et l'invité du MAG, et ça nous fait bien plaisir. Faut-il forcément être casse-cou pour tenter l'aventure en parachute? Quand peut-on commencer? En tout cas en France, est-ce ouvert à tous? Enfin, la chute libre permet-elle de vaincre toutes ces peurs et de prendre confiance en soi quelque part? On posera la question bien sûr à notre champion du monde. Alix, on parle de? Je vous parle d'un jeune talent, il est tout jeune, exceptionnel de Free Fly. Il s'appelle Matteo Limnaios. Il a 2 mois, tu sais. Il a 20 ans. Exagéré. Enfin, allez, un peu de choses près. On y va. Et on reçoit aujourd'hui, et on est très heureux, Greg Crozier. Bonjour. Un champion du monde sur le plateau, c'est quand même pas tous les jours. J'ai mis champion du monde de parachutisme Free Fly, je suis bien ou pas? C'est ça. Avec, n'oubliez pas, Karine Joly. Avec Karine Joly, oui. Parce que c'est une discipline en compétition, en tout cas. Donc c'est une équipe constituée de 3 personnes, donc il y a 2 performeurs. Et bien sûr, le vidéoman, qu'il ne faut pas oublier, qui fait partie intégrante de l'équipe. Alors oui, alors j'allais dire, je pensais que le plus fou c'était vous ou peut-être votre compagne, mais finalement c'est peut-être le vidéaste. Question qui est en train de... Oui, c'est vrai. Qui est dans les airs, en train de filmer, tu sais. C'est vrai, c'est un certain engagement, c'est sûr. Non, mais ouais, c'est une équipe qui... D'ailleurs, on change les rôles de temps en temps pour se rendre compte des contraintes. Chacun, c'est important de le faire. Et c'est quoi les contraintes? De la prise de vue, du coup, quand on ne voit pas qu'on a 10 000 pieds, je sais pas moi. Alors, on alterne par exemple des figures, de la synchro dans les figures. Donc, ça, à la limite, changer de place, c'est pas forcément super intéressant, mais on le fait quand même. Par contre, dans les formations géométriques, artistiques, là, ouais, clairement, quand on inverse les rôles, des fois, on se rend compte qu'il faut vraiment attendre ou qu'il faut vraiment faire un effort de présentation différent. Et pareil, quand on passe derrière la caméra, on est bien content de s'apercevoir que les performeurs attendent. Ouais. Il y a des points clés de rendez-vous. Et, ouais. On voit l'extrait dans un instant, mais petite question avant. Quand on dit de vous et de Karine Joly que vous êtes les parachutistes les plus spectaculaires du monde, ça fait plaisir, c'est une fierté ou c'est une pression? Non, mais ce terme-là, c'est assez nouveau. Je ne sais pas qui nous l'a attribué. C'est très flatteur. Souvent dans la presse française, c'est le petit cocorico. Oui, ça. Non, mais j'imagine que ça vient du fait qu'on a pris le temps de faire de la promotion vraiment dans le monde entier. Et le 15 novembre, j'ai eu la chance de faire, en plus de mon 10 000e saut, le 50e pays dans lequel j'avais pu sauter. Donc je pense que ça vient de là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de beaucoup de choses. Et voilà. Greg Crozier et Karine Joly, en haute altitude, ça donne ça. Ça, c'était une première historique. Greg, c'était où? Oui, c'était en... Je vois un peu ému, limite. Ou alors non, mais c'est extraordinaire. Mais ça me reprojette instantanément dans ce saut-là. Donc oui, c'était au mois de mars. Et donc, il y avait Karine Joly avec moi, évidemment. Mais il y avait aussi notre ami Domitil Kiger, qui fait aussi beaucoup de choses pour le parachutisme, pour la promotion mondiale. Et puis, le côté cocorico, parce que le niveau français est très excellent. Excellent. Ouais. Et donc, ce saut, c'était particulier parce que c'était une première historique. On a établi plusieurs records de grande formation, parce que ça s'appelle de la grande formation, mais on ne l'avait pas fait de nuit. Donc on a réduit un petit peu la taille, même si au final on finit avec 42, ce qui n'est pas rien, c'est un certain nombre quand même. Ouais. Et donc voilà, on a fait une première historique, un saut de nuit à 42. Encore plus joli, et du coup la difficulté est tout autre, j'imagine, sauter de nuit. C'est ça. Non, le nombre de paramètres à gérer était assez important, mais ouais, c'était surtout l'encombrement de la pyrotechnie, et parce qu'on avait tous au pied gauche 4 tubes assez importants finalement de pyrotechnie, ça ressemble à des bâtons de dynamite. Ouais. Et on a bien vu. Le plus gros challenge, évidemment, c'était de gérer cette pyrotechnie avec l'oxygène, parce qu'on montait assez haut. Il fallait l'oxygène embarqué, et normalement, on n'a pas le droit d'associer de la pyrotechnie et de l'oxygène dans un avion. On peut comprendre pourquoi. Voilà. Et comment est-ce que vous avez découvert le parachutisme ?
Alors moi, vous voyez, c'est toujours marrant quand je l'explique parce que moi, c'est surtout grâce aux films hollywoodiens. Quand j'étais ado, il y a eu vraiment une série de films qui ont tous intégré des scènes assez dingues de chute libre. Et moi, ça m'a marqué vraiment fort et je savais que ça ferait partie de ma vie. Donc je me suis renseigné, j'avais 14 ans, il fallait attendre 16 ans pour sauter. Et voilà, je suis allé à Saint-Galmier, c'était le club à côté de chez moi et j'ai commencé. Dans la Loire? Oui, dans la Loire. Quels sont les différents termes et au final, qu'on s'y retrouve un petit peu, c'est quoi les différentes disciplines? Parce que vous, c'est le free fly. La nôtre, c'est un peu une des dernières. Au final, il y a beaucoup de disciplines dans le parachutisme. Et je pense celle qui parle le plus, c'est peut-être la pression d'atterrissage. Ces gens qui posent sur cette cible ronde. Et peut-être après, on a en tête les 4 personnes, ces 4 parachutistes qui essaient de faire le plus de points possible. C'est clairement les disciplines les plus anciennes. Nous, la nôtre, l'artistique, donc la 3D, elle a été créée un peu dans les années 2000. Donc on arrive à 24-25 ans maintenant d'existence. Ça reste un peu récent parce que bien sûr, il faut prendre le temps de créer des compétitions. Il faut prendre le temps de parler de ces championnats qui se sont réalisés. Donc ça prend le temps, c'est en train d'arriver maintenant, mais ça reste une discipline jeune. Ce qu'on appelle free fly. C'est ça. Donc, alors, la grosse discipline s'appelle le free fly et héberge à l'intérieur le freestyle. Oui. Donc si vous avez 2 personnes à l'écran, ça reste du free fly dans l'appellation. Et si vous avez une seule personne à l'écran, ça s'appelle du freestyle. C'est quoi est-ce qu'il y a des règles particulières en termes de chorégraphie, de synchronisation? C'est un peu comme au patinage, il y a des juges et c'est du coup dans la pratique, à l'appréciation des juges, comment ça se passe? Dans la pratique amateur, c'est la liberté complète. C'est le but d'ailleurs de cette discipline. C'était vraiment le vol libre. Liberté, quoi. On s'en rend compte très vite. Et bien sûr, on a voulu créer une compétition. Donc au début, c'était un petit peu l'héritage du vol à 4. On essayait de faire des figures le plus vite possible. Et on s'est rendu compte que non, il fallait vraiment que ça reste artistique. Donc aujourd'hui, une compétition, ça se déroule en 7 sauts. Vous avez 5 fois l'opportunité de répéter votre création libre, donc le saut que vous allez créer avec votre équipe, et votre couleur, votre style de vol, et il y a 2 sauts d'imposés qui sont placés des moments. Comme au patinage un petit peu là. Tu vois beaucoup, hein. De toute façon, on s'inspire tous les uns des autres. Donc voilà, le saut numéro 2 et le saut numéro 5, c'est assez charnière d'ailleurs dans la compétition. C'est les sauts d'imposés, et ce sera le rendez-vous pour voir quelle est vraiment l'équipe la plus entraînée et la plus forte. Et comment on se prépare à une compétition? Ça prend combien de temps déjà? Du mieux possible. Alors, je pense qu'il faut bien 3 ans très très intensément pour préparer un championnat du monde. Ouais. Alors nous, c'est tous les 2 ans un championnat du monde, mais par exemple, N-1, on prépare pas un championnat du monde évidemment. Donc voilà, il faut 3 ans pour préparer un championnat du monde et puis bien 5 pour prétendre à faire un bon podium. C'est très long parce que justement on est soumis à la météo, on va s'entraîner en réel, même si on s'entraîne beaucoup en soufflerie. Ces fameux sauts qu'on va passer sur les centres de parachutisme. Tiens d'ailleurs, pardon. Ça prend beaucoup de temps. Je vous coupe, les 10 000 sauts dont on a parlé, c'est outdoor, c'est à l'extérieur. Oui, c'est pas sûr. Parce que vous avez aussi beaucoup sauté en soufflerie. J'ai beaucoup soufflé. Vous avez beaucoup soufflé. Oui, j'ai passé ma 3500e heure en décembre. Donc là, oui, c'est complètement séparé. Le temps de vol indoor et le temps de vol qui est moindre, du coup, en outdoor, c'est vraiment 2 choses différentes. Mais du coup, voilà, le problème, c'est que sur une journée d'entraînement, on va pouvoir faire 10 sauts, voire 12. On ne le fait pas forcément 12, ça commence déjà à être, physiquement, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. C'est énorme. Mais imaginez déjà 10 sauts d'entraînement, ça prend vraiment une journée. Et alors que si on remet en entraînement pur, c'est 10 fois 1 minute d'entraînement. Si vous préparez n'importe quelle compétition sportive, et je vous dis, vous avez 10 minutes par jour, vous allez me dire, il faudra vraiment plusieurs mois, années pour être fort, quoi. Et c'est un peu la problématique. C'est pour ça qu'on a la soufflerie pour nous aider, mais ça remplace pas tout. Il faut quand même caler les sorties d'avion, il faut quand même voler avec les parachutes qui créent une inertie, il y a beaucoup de choses à régler dans le ciel. Je vous propose encore de danser dans les nuages. On y retourne.
c'est magnifique. Il y a un petit côté... ça te détend. Un petit côté... Alors, Alix me dit non, ça me fait très peur. Je suis terrorisé. C'est relatif. Moi, je les vois, ils sont posés et tout. Il y a un petit côté relaxant. Puis, vu comme ça. Ils ont tous la banane. C'est magnifique. 2024, la plus belle des années. Tu nous disais en off, oui. Effectivement, l'année de tous les records avec pas moins de 6 records battus. C'est ça. Alors, il y a 2 sites où on a doublé. Alors ça arrive de temps en temps, on établit un record du monde, il nous reste un peu de temps, et dans l'euphorie, on arrive à le rebattre. Donc des fois, il y a des records qui durent que 24 heures ou 48 heures, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais. Donc effectivement, on a mis quasiment 10 ans pour établir 4 records du monde avec Karine Joly, et on en a rajouté 6 à notre palmarès en une seule année. Donc c'était vraiment dingue. Le processus de création, qui est le plus créatif des deux? Qui imagine toutes les figures les plus folles, les défis les plus fous? Il faut que je lui lance. C'est madame? C'est monsieur? Madame. Oui. Moi, je suis le côté... moi, c'est vraiment le côté technicien. Ouais, technicien, c'est moi qui vais estimer combien de temps il va nous falloir pour réaliser telle ou telle figure, mais le côté créatif... Donc c'est elle qui repousse ta limite. C'est ça. Merci Karine. Merci pour tout. Une année où on a notamment croisé, si j'ai bien compris, un certain Tom Cruise qui... Oui, c'est ce qui... En termes de foufou, on est pas mal aussi. L'année était dingue, surtout que c'est quelqu'un qui fait vraiment du bien à notre sport. Il prend le temps de faire des scènes vraiment... Il n'y a pas d'effets spéciaux. Il fait lui-même ses propres scènes. Il fait lui-même, on le rappelle. J'imagine que vous êtes au courant comme ça. Il fait lui-même comme un certain Jackie Chan. Enfin, voilà, exactement. Et donc, respect absolu pour Tom Cruise qui s'est tout cassé. Je crois que c'est surtout Jackie Chan. Surtout Jackie Chan, ouais. Mais donc voilà, grâce à une amie qui nous a mis justement... qui nous a connectés, il nous a invités le 8 août dernier à Londres pour qu'on soit avec lui sur une journée de tournage de Mission Impossible. Donc c'était génial parce qu'on pouvait déjà le rencontrer, puis en plus on le voyait jouer. Donc il faisait des petits allers-retours et venir discuter avec nous. Enfin, c'était irréel, quoi. Je me pince encore des fois pour être sûr que c'est vraiment arrivé. C'est magnifique, mais vous le méritez. Le président Macron va vous filer un petit coup de pouce. Il y a moyen de faire sauter ou pas? C'est un projet ou pas? J'aimerais bien. Alors oui, on a été invité à l'Élysée. Est-ce que Karine Joly a prévu une petite chorégraphie pour le président Macron? Alors on va voir si c'est une invitation officielle. Allez-y, parlez à la caméra. Plaît, venez voler avec nous. Non, mais déjà, dans un premier temps, à iFly Paris, ce serait... pas d'excuse, c'est facile, pas besoin de météo. Ce serait génial de pouvoir l'inviter. Donc oui, on a eu la chance de le rencontrer le 30 avril dernier. Et grâce à ce record du monde de nuit, cette première historique, on a eu aussi l'opportunité de parler, d'échanger. Donc c'était un moment que j'ai beaucoup apprécié aussi. Est-ce que vous vous préparez mentalement aussi? Oui, alors... on oublie que c'est vraiment largement la moitié du travail en fait. Alors quand on est occupé à faire s'entraîner physiquement, on a des moments bien sûr de concentration, surtout dans l'avion, avant chaque saut. Donc on passe pas les 15 minutes dans l'avion à répéter le saut. Il faut qu'il y ait une respiration aussi qui se fasse, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'imagerie mentale, il faut beaucoup de préparation dans ce sens-là, mais les jours aussi où on ne s'entraîne pas, il y a beaucoup de moments qui sont dédiés à ça. C'est-à-dire qu'il faut continuer à imaginer des choses qu'on n'aurait peut-être pas décelées pendant les entraînements, anticiper un maximum de choses, revivre les sensations. C'est un travail individuel que vous faites, c'est presque introspectif? Les deux. Alors j'ai vu les Blue Angels, la Patrouille de France, ils font ça aussi, ils ferment les yeux, ils sont en équipe et puis le leader reprend un petit peu tous les mouvements et tout le monde ferme les yeux et essaie de les reprendre en même temps. Ça permet de revivre, si on le fait comme il faut, on a quasiment répété le saut ou le vol, sans problème. Mais nous on essaye d'aller plus loin, individuellement et en équipe aussi, pour... vu que c'est quand même des sauts qui sont vraiment très courts, et nous on peut pas remettre les gaz pour rattraper quelque chose, on fait que descendre. Alors le vidéoman il descend avec nous, donc on a une impression de planer, on a l'impression qu'on est installé dans l'air, mais tout le monde est installé à 250 ou 300 km/h. Donc on est les artistes un petit peu de l'éphémère, j'aime bien cette appellation. Donc il faut vraiment qu'on anticipe tout. Pour faire en sorte de tout régler si on peut sur un instant très court. Et est-ce que c'est trop dramatique de dire que la moindre petite erreur peut être fatale? Alors, on n'est pas censé se mettre dans des positions où effectivement un truc serait irrattrapable. On fait que rattraper des micro-mouvements qui des fois sont peut-être même pas décelables par les gens, par l'audience. Que nous, on voit. Par contre, oui, des fois ça... Non, je parle plus en termes de sécurité là. Alors, non, sécurité, on se met pas en danger. Surtout que vraiment le sport, on reviendra, je l'espère dessus, mais le parachutisme sportif, c'est rentré au ministère des Sports, c'est un sport, c'est pas quelque chose où on se met en danger. Mais juste, je fais une petite parenthèse, on a quand même pris des risques, nous, au championnat du monde en 2018 en Australie,
pas physique, mais sur l'assemblage finalement de notre saut. On commence par une figure en fait où moi je suis en équilibre, la tête en bas sur le dos de Karine. Et un jour je vous montrerai les sauts qui n'ont pas marché, enfin tous les sauts d'entraînement. Quand ça marche pas, le saut il est perdu à tout jamais. Parce que du coup on a une séparation de vitesse à ce moment-là. Il y a une sortie d'écran forcément d'un des deux. Enfin là c'est terminé. On passe de se battre pour avoir entre 8,5 et 9 sur 10 à 4 sur 10 max, parce que là on casse tout. Donc c'était une prise de risque. Ça c'était clairement une prise de risque. Mais physiquement, non. On n'est pas là pour prendre des risques. On saute à 4000. Mais on ouvre à 1000 mètres. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre pour le commun des mortels. Et je vois la tête d'Alix, je me dis, Greg, tu m'as pas convaincu parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression que tu pourrais prendre un brunch ou un petit déj avec tous tes amis qu'on faisait tout comme ça tout autour. C'est vrai. Et Alors, vous sautez au pour Brésil. le commun du mortel, en tout cas. Mais vous êtes quand même au-dessus des nuages. Alors, laissez-moi vite faire la micro-parenthèse. Allez. Alors, comment ça marche un saut en parachute, surtout pour quelqu'un qui a fini sa formation. On a 2 voiles dans le dos. Et on a un système de sécurité qui est sans arrêt en train de calculer la vitesse de chute. Donc en fait, si vous êtes conscient, vous ouvrirez à 1000 ou à 1200 mètres votre parachute. Si tout va bien, vous le gardez. C'est ce qu'on fait 99,9% du temps. Et c'est des voiles qui sont aujourd'hui rectangulaires. Même si vous les pliez mal, elles s'ouvrent très bien. C'est vraiment bulletproof. Et si jamais, pour X raison, vous êtes cassé une épaule ou vous êtes évanoui, le parachute de secours s'ouvrira quand même à 300 mètres. Donc c'est devenu vraiment très réglementé. Il y a peut-être des petits copains aussi qui peuvent nous aider. Parce que oui, évidemment. Donc c'est vraiment... c'est devenu exactement comme la plongée. On n'y va pas en se disant j'espère qu'on va sortir de cette plongée en vie. Non, non. Une plongée, c'est une balade et on sort. Et un saut en parachute, c'est la même chose. Toi, je sens que tu es parti pour faire quelques petits sauts avec Greg et Karine. Je sens que tu vas aller dans l'équipe. On est là pour... T'as vu que je m'inclus pas, t'as vu? Je sens que tu vas faire des petits sauts. Toi, t'as déjà fait... C'est un de mes rêves. J'ai toujours pas fait à 47 ans, c'est un de mes rêves de sauter en parachute. Non, mais la soufflerie, vraiment, clairement. Aucune excuse, c'est facile, la soufflerie. Oui. Soufflerie, j'ai déjà fait, c'est drôle. Mais... Bah, c'était bien, non? C'était génial. Voilà. Mais t'as pas les 10 000 pieds, quoi. Il faut rajouter le décor. Il faut rajouter le petit décor. Allons-y pour la loupe. Et après, on se demandera à partir de quel âge on peut commencer justement à sauter. Oui. La loupe. Allez. Alix, tu nous parles justement aujourd'hui d'un talent exceptionnel de free fly, la discipline spectaculaire du parachutisme. Oui, il s'appelle Matteo Limnaios, il a 20 ans et il est déjà une star du parachutisme en free fly. Matteo est originaire de la Réole en Gironde et il a récemment remporté son 9e titre mondial au championnat du monde de vol relatif aux États-Unis avec ses coéquipiers Noé Potier et Pierre Volnick. Un parcours impressionnant pour ce jeune qui se distingue par son talent mais aussi par sa passion et son travail acharné. Son histoire avec ce sport a commencé dès ses 8 ans, quand son père, propriétaire de l'espace chute libre à La Réole, lui a fait découvrir le simulateur de chute libre. Oui, ça aide forcément. Une sensation qu'il a immédiatement accrochée. Il commence officiellement le parachutisme à l'âge de 15 ans. On l'écoute. Ce que le parachutisme m'a apporté aujourd'hui, déjà dans un premier temps, grâce aux compétitions, c'est que j'arrive beaucoup mieux en fait à gérer mon stress dans la vie de tous les jours et même pendant les compétitions ça m'a permis de vraiment pouvoir beaucoup mieux gérer mon stress et puis deuxièmement c'est que à l'heure d'aujourd'hui en fait je peux en faire mon métier et je suis hyper heureux de pouvoir vivre de ma passion tout simplement. Et avec une discipline sans faille, Matteo enchaîne les titres depuis son entrée dans la compétition en 2019 après avoir remporté la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe. Il n'a cessé de briller sur la scène internationale. Et aujourd'hui, son objectif est de repousser encore plus ses limites. Son nouveau défi, c'est le freestyle dont on parlait tout à l'heure. Une discipline qui demande encore plus de créativité et d'innovation. Et pour la première fois, il se lancera, là aussi on en parlait, à la caméra avec toujours cette même volonté de décrocher l'or. Matteo est un véritable ambassadeur de son sport. Il veut transmettre sa passion et inspirer les autres. Greg, vous me disiez en off que vous aviez une petite anecdote avec... Ah oui, je suis obligé d'en profiter. Déjà, Matteo, en live, bravo. C'est incroyable ce parcours exceptionnel. Ouais. Et ouais, la petite anecdote, c'est que justement, son père m'a fait venir un jour pour
pour lui montrer les imposés de Free Fly. Donc c'est à l'époque où il projetait de faire justement aussi du Free Fly, parce que le titre qu'il a remporté, c'est ça, c'est Free Fly pour l'instant. Et donc normalement, il faut plusieurs mois, encore une fois, pour comprendre la difficulté de chacun de ces figures. Elles sont très difficiles. Il y a 4 figures dans chacun des 2 imposés, donc il y a 8 univers complets à maîtriser. C'est vraiment, chaque figure est indépendante et compliquée. Et voilà, normalement, il faut des mois et des mois pour les maîtriser. D'accord. Et avec, moi, je jouais le rôle d'un des performeurs pour lui faire gagner du temps, et j'ai pris le temps de lui expliquer, bien sûr, les contraintes et les astuces. Entre champions, on essaie de se faire gagner du temps, et lui, il a mis 2 jours pour maîtriser ces 8 figures. Donc, c'était définitivement, moi, Il est vif. Ouais, je me suis dit, c'est bon, il a des outils qu'on n'a pas eu nous, et il est vraiment fort, et ça va cartonner. Et puis, la preuve, aujourd'hui, il a tout cassé. Bravo. Et vous avez commencé quasiment au même âge, aujourd'hui, 15 ans vous? Oui, moi j'ai commencé à 16, alors 16. Oui, mais vraiment dans un autre contexte, parce que moi c'était les sauts automatiques, lui il avait déjà des centaines d'heures de vol en simulateur. C'est ce qui montre l'évolution de notre sport. C'est et aujourd'hui on peut commencer à quel âge? Non, c'est toujours pareil. Alors sous dérogation on peut commencer à 15 ans, mais sinon c'est à partir de 16 ans. D'accord. Mais les premiers sauts, sinon, si moi je viens avec mes enfants, là, j'en peux plus. Mon fils de 3 ans. 3 ans et 5 ans, on peut imaginer un saut pour le plus grand, 5 ans, 6 ans, ou comment? Alors non, juste, voilà, en soufflerie, on peut faire à partir de 5 ans. D'accord. Mais ouais, sinon, le parachutisme, 15, 16, c'est très bien. Ça peut valoir le coup en fonction du profil de commencer à 15 ans, mais sinon 15-16 ans, c'est pareil, c'est très bien. Ce jeune champion l'a évoqué justement dans ce petit extrait, dans ta vidéo, Alix. Je crois qu'il parle à un moment de confiance, en soi, des compétences qu'il a acquises effectivement grâce à ce sport. Sur toi, justement, ça a aussi opéré, ou tu avais déjà confiance en toi à 16 ans, quand on est encore tout jeune, qu'on se cherche, qu'on est en quête de certitude? Alors chacun, je pense que c'est différent pour chaque. Qu'est-ce que ça procure comme sensation? Qu'est-ce que ça développe, le fait d'être comme ça? Alors moi, encore une fois, l'idée a germé en regardant tous ces films. Moi, j'étais vraiment élevé dans cette époque où c'était Schwarzenegger, Stallone, Soulis. Moi, c'était ça mes repères. Donc, moi, je suivais cette idée-là, ce parcours-là. Alors, il faut que je saute en parachute parce que ça fait partie des super-héros. Ils font ça. Les big men, ils font ça. Donc, je m'auto-persuadais d'arriver à faire ça, mais ça faisait très, très peur. Et les moments où, justement, la peur montait très fort, je me raccrochais à cette idée que c'est normal, si on veut arriver, il faut... L'émotion la plus forte, c'est lors du premier saut? Il y en a beaucoup dans le parachutisme tel que moi je l'ai abordé, parce que vraiment ces sauts en automatique, il n'y a personne à côté de vous, donc vous êtes vraiment seul, donc émotionnellement ça fait très peur. C'est pour ça que vous êtes vraiment seul. On est vraiment seul. C'est pour ça que ça a disparu finalement, cette façon d'apprendre. Elle est très très... Elle n'a pas été abandonnée, il y a quelques clubs qui la font encore, mais c'est réservé à un profil particulier. Mais du coup, oui, moi j'ai eu peur plein de fois. Sur mes 50 premiers sauts, il y a plein de moments où j'ai pris vraiment sur moi. Mais ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, au quotidien, ça vous aide à, mieux gérer les situations stressantes? Ah oui, ça fait relativiser beaucoup de choses. Alors, moi, j'engage évidemment tous les jeunes à venir faire du parachutisme, évidemment, parce que ça sera un plus dans toute leur vie. Même dans leur CV, il y a beaucoup de gens de Polytechnique qui ont prévu ça, d'aller faire leur brevet A et leur brevet B, c'est 15 sauts et 30 sauts, pour volontairement avoir ça dans leur CV. C'est stratégique. Les 15 premiers sauts, les 15 premiers sauts, on est du coup accompagné, et les 15 autres, on est... Vous allez être accompagné, pas forcément accompagné, comment ça se passe? Par 2 moniteurs en chute juste sur le premier. Après, il n'y aura qu'un moniteur en chute, et ça prend que 6 ou 7 sauts. Après, vous avez largement compris. Non, mais pourquoi vous dites que c'est stratégique dans un CV, ça... Parce que justement, il faut comprendre les contraintes de l'univers, de sauter d'un avion. Il faut faire confiance au matériel, il faut apprendre à maîtriser ce matériel. Donc c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup de concentration, c'est beaucoup de rigueur. Donc évidemment que c'est un plus. Moi, si je suis un chef d'entreprise, que j'ai plusieurs CV... En termes de mindset, j'imagine que... Exactement. C'est un achievement, c'est quand même un objectif à réaliser, atteindre le brevet A, atteindre le brevet B, c'est pas rien. Et si je suis un chef d'entreprise, que je dois décider entre 2 CV, qui sont assez similaires, et si je vois qu'un des deux, il allait faire du parachutisme sportif, évidemment, je presse pas pour ma paroisse, mais forcément, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, forcément.
Donc je peux que encourager les jeunes à venir faire ça. Ils trouveront bien plus que juste ça, mais déjà dans leur parcours initiatique, ils vont trouver ça tout de suite, c'est sûr. C'est une activité qui coûte cher. Alors l'amalgame, c'est surtout la formation initiale. C'est un peu comme le permis de conduire. C'est pas de conduire qui coûte cher, c'est la formation qui est au début. C'est-à-dire que il faut sortir 1200 ou 1500 euros selon les packages et les structures pour cette formation initiale. Mais après, on est à 28 euros ou 30 euros le saut. Donc si vous faites 10 ou 20 sauts par an, c'est... je ne sais pas comment vous estimez vos dépenses, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Être en mesure de sortir le pack initial, quoi. C'est ça, voilà. Le gros challenge, c'est ça. Et je suis d'accord, c'est difficile. Mais une fois que vous avez passé cette formation initiale, c'est pas un sport qui coûte cher. Je sais pas, 30 euros, je sais pas combien coûte maintenant. Il y a tellement d'offres discount, l'abonnement à une salle de sport aujourd'hui. Salle de sport où en général tu y vas les 2 premiers mois et après tu vas plus. Je parle pour moi, bien sûr. Mais bon. Mais effectivement, je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Quel est le potentiel de développement de ce sport ? En Europe, il y a eu beaucoup, et sur le continent américain. Il y a beaucoup de voies à suivre. Alors, bien sûr, à ne jamais abandonner l'olympisme. Tous les 4 ans, il faut concourir à nouveau, à nouveau pour rentrer surtout la discipline indoor. Pour l'instant, il n'y a pas assez de structures dans le monde qui nous aident à mettre en avant ça, mais on va continuer bien sûr. Et un jour, peut-être, on rentrera dans les sports olympiques grâce à la soufflerie. Je pense que c'est le meilleur axe. Le parachutisme reste un sport motorisé. Je ne suis pas sûr qu'on arrive, sauf si les moteurs électriques arrivent à temps. On verra. Mais il n'y a pas que l'olympisme. Il faut demander au président de vous donner un coup de pouce là-dessus. Évidemment. Mais je crois beaucoup aux documentaires, c'est-à-dire accompagner des sportifs de haut niveau. Donc il y a des grandes chaînes qui font ça et qui ne se sont pas encore tournées. Ils se sont tournés vers la Formule 1, ils se sont tournés vers l'apnée, pas encore vers le parachutisme sportif. J'espère que ça va arriver parce qu'il y a des très belles choses. Il y a des sportifs qui sont intéressants à suivre, c'est sûr. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait voler, danser en haute altitude. Greg Crozier. On salue bien sûr Karine Joly qui est également une grande championne qui est à vos côtés. Et votre vidéaste ? Alors Baptiste Welch. Installé en Belgique, mais on pense fort à lui. Voilà, qui est complètement fou. Il saute sans jamais regarder le sol puisqu'il est en train de filmer. C'est quand même un petit peu le concept. Ma chère Alix, on se retrouve demain. À demain. Alix, j'espère que ça t'a donné envie de sauter là. C'est pas encore tout à fait... Non, mais je dédramatise un peu au moins. Ah, c'est safe. Greg, à très bientôt. À bientôt, merci. Ciao.